Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir de ce jour. Nous commençons dans ce décryptage avec la Russie pour parler de Prigojine. Wagner perd la tête. Nous en parlons avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous parlons de la disparition annoncée d'Evgeny Prigojine. Sa disparition a retenu l'attention de tous les médias à partir de ce mercredi et même obtenu la première place dans les discussions sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes. Autant la personne était devenue très populaire dans le monde entier. Evgeny Prigojine aurait péri dans un crash d'avion avec 9 autres personnes, selon une annonce faite par des médias russes. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette annonce et tout ce qui a entouré comme commentaire? D'abord, la disparition d'Evgeny Prigojine. En fait, la disparition de Prigojine, quelque part, ressemble à la vie de Prigojine. L'opacité. Je me dis qu'en Russie, avec tout ce qui existe comme service de renseignement dans ce pays, qu'un avion puisse décoller, qu'on ne sache pas qui est dans l'avion, quand l'avion décolle avec tout ce que les gens mettent dans ces pays où on veut tout contrôler comme caméra de surveillance, qu'on fasse semblant de ne pas savoir si Prigojine était dans l'avion ou pas, qu'on filtre l'information petit à petit, pour moi encore c'est de la comédie russe. Si les Russes voulaient savoir si Prigojine était dans l'avion ou pas, ils ont tous les moyens pour le savoir. Ils ont publié une liste de personnes qui ont pris ces jets privés et sur la liste figurait le nom de Prigojine. Il y a une différence. Quelqu'un peut inscrire son nom et ne pas monter dans un avion. J'ai dit qu'ils ont tous les moyens pour savoir et à temps si Prigojine était dans l'avion ou pas. Mais la deuxième chose, après cette crise entre Prigojine et Poutine, qui peut me faire croire que Prigojine n'était pas particulièrement surveillé par Poutine et ses gens? En fait, c'est cette opacité-là. Ils savent ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font. Puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Maintenant, les autres, on laisse les gens dans l'opacité pour qu'on en parle, pour qu'on se pose des questions, on fasse traîner le film, comme on dit, pour faire sortir ensuite la réalité. Et c'est ça qui a fait que vous avez certains qui s'interrogent. Peut-être il est mort. S'il est mort, c'est un accident. C'est la thèse qui est défendue par la Russie. D'ailleurs, même le porte-parole du président de la Russie, Poutine, a parlé aujourd'hui en disant qu'on les accuse, c'est un mensonge. Ce n'est pas le Kremlin qui a donné l'ordre. Mais tout le monde sait que même si le Kremlin n'a pas donné l'ordre, sa mort arrange particulièrement Poutine dans les conditions actuelles avec la crise qu'on a connue sous la forme d'une rébellion. C'est lui, c'est pas lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça l'arrange particulièrement. Certains avaient tendance à dire que c'est un missile, on a peut-être tiré sur l'avion. Les Américains, par exemple, n'y croient pas en disant qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu un missile. D'autres même s'interrogent pour dire, bon, c'est du sabotage. Est-ce que ce n'est pas l'avion qui a été saboté? Ce n'est pas un missile? Mais tout le monde s'interroge. Il y en a même qui s'interrogent, est-ce que même l'avion qui crache, ce n'est pas une comédie? Pour pouvoir permettre à Prigojine d'aller se cacher quelque part dans un palais et de vivre le reste de sa vie tranquillement en dehors des yeux des gens parce que Poutine n'en veut plus. C'est cette opacité-là qui a été la vie de Prigojine. Vous voyez, c'est cette opacité qui revient. Même sur la mort de la personne, on a du mal aujourd'hui à pouvoir dire avec certitude que Prigojine est mort puisque on nous a habitués à nous dire une chose et puis à nous dire ensuite le contraire par rapport à ce genre de situation. Alors, le doute persiste toujours selon vous, malgré la prise de position et les propos tenus par le président russe Vladimir Poutine hier? Non, je dis qu'il y a toujours un espace pour le doute quand c'est la Russie. Il y a toujours un espace pour le doute. C'est vrai que de plus en plus, les informations semblent montrer qu'il est décédé. Mais qu'on nous montre sa famille en deuil, qu'on organise l'enterrement. Et là, on sera situé. Voilà. Parce qu'il est décédé et puis ça s'arrête là, c'est trop facile. D'habitude, tout le monde connaît les reportages en matière de télévision. Quand il y a décès, on va au service de la personne, on va au niveau de la famille de la personne. Je n'ai pas encore vu sa famille. Je voudrais bien entendre sa propre famille également sur son décès. Et on ne va pas me dire que les médias russes ne connaissent pas cette méthode de travail d'un point de vue journalistique qui est la chose la plus élémentaire. Parce que ce qui fait que souvent on annonce la mort de quelqu'un et que c'est faux.
C'est parce qu'on n'est pas allé à la bonne source. Et la meilleure source, c'est la famille. Parce que quand quelqu'un est décédé, il n'y a pas mieux placé que sa famille pour dire que la personne est décédée. Mais c'est ça que j'appelle l'opacité. C'est une opacité qui est russe. Ça fait qu'on nous ballotte un peu avant certainement de nous donner ce qui sera véritablement la bonne information, qui pourrait être effectivement la mort de Prigojine. Et si c'était un montage, est-ce que sa famille ne pourra peut-être pas faire partie du coup et montrer peut-être aux médias qu'elle est en deuil? Ouais, mais ça rejoint l'opacité dont je parle. En fait, moi, c'est ça mon problème quand on parle de quelque chose sur la Russie. Je ne prends jamais pour argent comptant de l'information qui m'a été servie par la Russie. Pourquoi? J'ai étudié l'histoire, j'ai étudié ce pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, la Russie a toujours brillé par son opacité, par son manque de transparence à tout point de vue. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Russie? Très peu de gens le savent. Pas seulement sur l'affaire de Prigojine. Très peu de gens savent qu'est-ce qui se passe en Russie. Donc cette opacité-là est une règle. En ce moment, en prenant les informations qui sont là, il ne faut pas laisser de côté cette opacité. N'oublions pas qu'avec Prigojine, on nous avait dit que c'était fini, tout était terminé, il va aller en Biélorussie, officiellement, mais il n'est jamais resté en Biélorussie. Il était toujours à Saint-Pétersbourg, il était toujours en Russie, et pendant qu'on nous disait qu'il est parti, il a même rencontré Poutine clandestinement quelques jours après sa rébellion. Mais quand on nous a habitués à ce genre d'informations, on garde quand même un tant soit peu de recul et de prudence par rapport à l'information qu'on nous donne, jusqu'à ce qu'on mette l'évidence devant nous. Parce que pour le moment, il faut le dire clairement, on n'a pas mis l'évidence devant nous. Et pourquoi ça traîne? On aurait pu très rapidement, à la chute de l'avion, nous dire que Prigojine est dedans de façon officielle. Parce que s'il était dedans ou s'il n'était pas dedans, je suis persuadé que les services de renseignement russes avaient toutes les informations. Toutes les informations. En attendant qu'on y voit plus clair, on va s'en tenir aux informations officielles. La tête de Wagner serait-elle ainsi coupée puisque Prigojine était dans l'avion, selon les informations officielles, avec certains de ses proches qui sont aussi des gros dirigeants de son groupe Wagner? C'est clair que la tête est coupée puisque si on parle autant de Wagner, parce qu'on oublie qu'il y a d'autres groupes paramilitaires là-bas, c'est à cause de Prigojine. Si on parle autant de Wagner, c'est à cause d'une proximité très claire entre Prigojine et Poutine. Si on parle autant de Wagner, c'est que depuis 2014, de façon extrêmement claire, Poutine a sous-traité ses actions en dehors de la Russie à Prigojine et à Wagner. C'est le cas en Afrique présentement. Donc, il est très clair que celui qui menait ses opérations à l'extérieur n'est plus là. Mais Prigojine, c'était tout simplement un instrument entre les mains de Poutine. Il peut mettre une autre personne là-bas. Ça sera toujours un instrument qui sera à la disposition de Poutine par rapport à ce qu'il veut faire, surtout quand ces choses ne sont pas très recommandables, puisque c'était ça également Wagner. Donc, pour moi, au niveau de Poutine en tant que tel, si Prigojine est mort, Poutine, ça ne change absolument rien chez lui. Il va trouver simplement une autre marionnette qui va se charger pour lui de faire ce que Prigojine faisait. Très certainement, il prendra cette fois-ci beaucoup plus de précautions pour que celui-là ne se sente pas en situation de force, comme Prigojine s'est senti à un certain moment tellement fort, au point de s'en prendre au ministre de la Défense, de s'en prendre au chef d'état-major général des armées. Très certainement, il va corriger ces aspects-là, parce que quelque part, Prigojine a profité de sa proximité avec Poutine pour remettre en cause son autorité, puisqu'il s'en est pris à des gens que Poutine a mis sur place. Et dans ce qu'il paye, certainement, il y a également cela. Mais pour moi, peut-être trouver quelqu'un qui sera comme Prigojine avec autant de leadership pourra être difficile, mais il y aura quelqu'un pour le remplacer, parce que je ne crois pas du tout que la Russie va laisser tomber Wagner, alors que, comme lui-même il l'a dit lors de la dernière vidéo qu'on a vue quand il disait qu'il est en Afrique, il est venu en Afrique, c'est pour augmenter l'influence de la Russie, alors que tout le monde sait que dans la politique étrangère de la Russie aujourd'hui, effectivement, il y a ce travail pour augmenter l'influence de la Russie en Afrique.
Justement, pour parler de cette influence de la Russie en Afrique, le pays se sert généralement de Wagner, qu'on dit être dans plusieurs pays africains, ou du moins dans certains. Euh, Certains de ces pays se sont prononcés au niveau sur certains médias proches de nos confrères. En République centrafricaine, l'on n'a pas voulu clairement se prononcer sur la question. On attendait un communiqué officiel certifiant effectivement que Prigojine est décédé. Aujourd'hui, si on s'en tient aux informations officielles, estimant que Prigojine serait mort, quelles peuvent être peut-être les conséquences sur la présence de Wagner ou des paramilitaires ou des instructeurs russes en Centrafrique? Ben, en Centrafrique, plusieurs fois, ils ont réagi en disant qu'ils ne sont pas en négociation avec Wagner, ils ne traitent pas avec Wagner, ils traitent avec la Russie. Bien que la présence de Wagner en Centrafrique ne fait l'objet d'aucune discussion. Les exactions, le manque de respect des droits de l'homme, tous les éléments de preuve montrant qu'ils sont là-bas existent. Rappelez-vous, parce qu'on l'oublie également, même des journalistes russes, 3, étaient allés en Afrique pour enquêter sur en Centrafrique précisément, pour enquêter sur cette présence de Wagner en Centrafrique. Ils ont été exécutés, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est ça Wagner. C'est pas autre chose. Et Prigojine a été victime de la méthode que lui-même il utilise. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ce qu'ils font quand les gens ne veulent pas aller dans le sens où ils veulent. Mais la République centrafricaine n'a jamais accepté de dire que c'est Wagner. Eux, ils disent qu'ils ont signé un contrat avec la Russie. Maintenant, si la Russie a sous-traité avec Wagner, eux, ça ne les regarde pas. Mais pour ceux qui suivent l'information, on a eu des données contradictoires venant de Poutine lui-même, venant également de Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, puisque plusieurs fois, ils ont dit, ces gens, ils ont contractualisé avec Wagner. Mais malheureusement, eux-mêmes, ils ont redit que ces gens sont en relation avec la Russie. Parfois même, ils ont dit qu'ils ne savent pas si Wagner est là-bas ou pas. C'est comme s'ils ne sont pas informés, alors que, comme je l'ai dit au départ, depuis 2014, de façon prouvée, de façon extrêmement claire, Wagner travaille pour la Russie et en particulier pour Poutine dans une bonne partie de ces pays africains. Ça se voit en Centrafrique, le conseiller du président de la République, regardez la campagne qu'il vient d'organiser pour le référendum, comment il a été encadré par les Russes, les campagnes de désinformation par rapport à l'opposition centrafricaine. Mais ce modus operandi-là, il est connu. Et on sait il vient d'où. Donc, maintenant, la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ont raison. Il faut que les Africains cessent de se faire remorquer. C'est tout. Tu t'es fait remorquer par quelqu'un, le gars est là, il ne peut plus partir. Tu es là à attendre maintenant pour te demander qui va me remorquer maintenant parce que tu ne peux pas aller tout seul. Il ne fallait pas se faire remorquer tout simplement. S'ils n'étaient pas fait remorquer, mais qu'ils meurent, qu'ils ne meurent pas, mais ils vont pouvoir continuer leur chemin avec ou sans Wagner et Prigojine. Alors cette disparition de Prigojine pourrait-elle être l'occasion pour la Russie de se rattraper sur le sol africain et de négocier directement et d'intervenir directement avec une armée régulière sur le sol africain? Je me dis que la Russie négocie directement avec les armées. Mais si tu amènes des soldats russes sur le terrain africain, s'il y a des problèmes, les poursuivre en justice est beaucoup plus facile que ces inconnus de Wagner. Qui connaît ces gens? Parce qu'on dit toujours Wagner, Wagner. Qui sont ces gens-là? Vous les voyez cacher leur visage tout le temps. Quand ils sont dans des pays, on ne veut pas que quelqu'un vienne là où ils sont. On ne veut pas savoir qu'est-ce qu'ils font. Mais est-ce que nos pays doivent aller contractualiser avec des inconnus, avec des gens qui se cachent, avec des gens qu'on connaît pour faire la sale besogne que la Russie leur demande de faire, sans compter maintenant ce qu'ils font eux-mêmes. Parce que des criminels, des gens qu'on a fait ressortir des prisons, ils ont leurs propres défauts, au-delà des missions qui leur sont données. Vous avez vu Poutine qui dit qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Qu'est-ce qu'il appelle erreur? Mais quand tu rassembles des criminels, tu les amènes quelque part, tu veux qu'ils se comportent comment? Comme des gens civilisés? Mais ce n'est pas possible. Quand ils arrivent quelque part, très rapidement, on saura que des criminels sont arrivés de par leur comportement. Donc, en fait, le véritable problème, c'est que nos pays traitent avec la Russie. Puisque Wagner n'a pas d'ambassade quand même dans un de nos pays. Mais quand les gens de Wagner ont des problèmes, c'est à l'ambassade de la Russie qu'ils vont aller pour résoudre leurs problèmes. C'est la Russie qui a sous-traité avec Wagner. Et c'est ça que nos pays ne devraient pas accepter. Parce que la Russie leur montre leur petitesse.
La Russie comment il leur manque de respect au point que c'est avec un groupe de criminels qu'on les laisse sur le terrain au lieu qu'ils ne puissent traiter directement avec l'armée russe. Maintenant, l'armée russe fournit des armes. Ça, c'est clair. Mais sur le terrain, on a sous-traité avec des gens qui se comportent comme nos rebelles que nous avons, nos groupes armés terroristes, etc., qui sont dans nos pays et qui sèment l'insécurité. Au-delà de la Centrafrique, Wagner est également signalé, ou du moins les Russes sont signalés en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Aujourd'hui, avec cette crise de coup d'État qu'on connaît dans cette région de l'Afrique, et aussi les soupçons que la Russie veuille reprendre la main, peut-être avec le cas nigérien, à quoi j'attends s'attendre peut-être dans les jours à venir avec cette disparition du patron de Wagner? Ça sera la même situation pour le Mali que pour la Centrafrique. Vous voyez, lors de la crise, lors de la rébellion de Prigojine, tout le monde voulait entendre le Mali et la Centrafrique. On les a entendus? Non. Actuellement, tout le monde veut les entendre. On les a entendus. C'est ça que j'appelle cette situation difficile. Et il faut que les Africains cessent de se faire remorquer. Parce que quand quelqu'un te remorque, ce n'est pas toi qui décides de là où on tourne, ce n'est pas toi qui décides de là où on s'arrête. Et c'est ça qui arrive. Si le gars t'a remorqué, il te dit on part à Tchévi, à un certain moment, il décide de s'arrêter, il ne continue plus. Tu fais quoi? Tu l'obliges à continuer? C'est ça qui arrive actuellement. Mais ce qui est sûr, puisque le Mali comme la République centrafricaine ont contractualisé avec le gouvernement russe qui a sous-traité avec Wagner, mais ça va continuer, mais peut-être pas sous ce qui s'était fait avec Wagner, ou bien pas avec Prigojine, mais avec une autre personne. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, hein. Wagner, c'est une action politique. Ce n'est pas seulement une action militaire. Rappelez-vous ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps lors des dernières élections à Madagascar, où une très belle enquête a sorti comment ils sont venus même donner les cautions à certains candidats qui finalement l'ont reconnu. Donc Wagner est utilisé par la Russie pour, j'allais dire, capturer les États africains. Et ils sont très clairs dans la stratégie. On regarde un État qui est fragile. Et c'est sur la base de cette fragilité-là qu'ils viennent pour essayer de redonner de la force à cet État fragile, ou bien ils passent par les opposants pour pouvoir les amener au pouvoir. Et bien sûr, quand ils les amènent au pouvoir, tu leur dois tout. Tout ce qu'ils vont demander, tu ne pourras pas dire non. Le cas de Madagascar est là, il est particulièrement flagrant. Le référendum en Centrafrique est là, il est particulièrement flagrant. Et c'est ça leur méthode de travail. Donc, ils ont une action politique. Ils ont également une action militaire. C'est celle que l'on voit le plus au Mali, en République centrafricaine. Mais ils ont également une action économique en termes d'exploitation des ressources qui est claire. Et si vous avez fait attention à ce que Poutine lui-même a dit, il a cité l'or, il a cité le pétrole, il a cité le diamant, il a cité de façon générale ces ressources que Wagner exploite dans les pays africains. Et tout le monde sait le système qu'ils utilisent. Wagner n'est pas payé par un chèque à la fin du mois. Dans tous les pays où ils sont, on leur a cédé des mines, que ce soit des ressources minières, des ressources énergétiques comme le pétrole, etc. Mais que nos pays arrêtent avec cette procédure-là. On ne peut pas reprocher à la France d'exploiter nos pays et de remplacer un exploiteur par un autre exploiteur. Puisque pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu la différence. On ne peut pas reprocher à la France de ne pas faire les choses de façon claire, mais si nos pays sont souverains, si nos pays sont transparents, qu'on sorte tous les contrats qui ont été signés, aussi bien avec la France, avec la Russie, avec Wagner, qu'on pose sur la table. Qu'on sache est-ce que les gens sont en train de faire du gagnant-gagnant ou bien on ne nous dit pas la vérité comme d'habitude dans nos pays, puisqu'il faut attendre toujours 5 ans pour que les informations sortent, pour que les gens se rendent compte, excusez-moi, qu'on les a couillonnés. Et après, ils vont ressortir dans la rue pour manifester contre celui pour qui ils avaient manifesté. Mais on l'a fait combien de fois en 60 ans? Ça suffit. Qu'on s'arrête, que les gens arrêtent de se tromper. Ni les Russes, ni les Chinois, ni les Turcs, ni les Américains ne sont venus pour nous faire du bien. Ils sont comme les Français, ils sont venus pour des intérêts qui leur sont propres. Le jour où ils n'auront pas ces intérêts ici, ils ne mettront même pas les pieds sur le continent africain. Mais tant que nous, Africains, on ne le comprendra pas, on sera toujours dans ces situations où nous dépendons tellement des autres qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dit mais la France va changer de président, l'Afrique, ça devient quoi? Non. Nos États doivent avoir une ligne de conduite. Quand tu as une ligne de conduite, que Mitterrand soit président, que Hollande soit président, que Sarkozy soit président, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème des Français, c'est à eux d'élire leur président. Mais nous, notre problème, c'est qu'il y ait chez nous également des présidents qui défendent les intérêts des Africains. Mais regardez, quand c'est les élections aux États-Unis, on dit qui va venir, qu'est-ce qu'il va faire pour l'Afrique?
Quand c'est les élections en France, même chose. Quand les élections sont ailleurs, même chose. Mais non, c'est à nous de garantir les intérêts de nos populations et personne, et véritablement personne, ne le fera à la place des Africains. Et malheureusement, tant qu'on ne l'a pas compris, on continuera à se faire remorquer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que celui qui te remorque décide de s'arrêter ou de changer de chemin, ben, tu n'as qu'à descendre de la moto et puis chercher une autre moto pour qu'on puisse te remorquer à nouveau. Mais quand on te remorque, tu ne dirigeras pas, tu ne décideras pas de la direction ni de la vitesse avec laquelle on va cheminer. Une dernière question avant de nous séparer, Diouf. Alors, quel serait peut-être l'avenir de la Russie en parlant de son expansion sur le continent africain? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une politique. Parce que la Russie a une politique actuellement d'expansion par rapport au continent africain. Mais ils vont continuer avec cette politique. Peut-être ils vont revoir un certain nombre de choses. Parce que si Poutine reconnaît que Wagner a fait des erreurs, peut-être qu'ils vont essayer de voir comment corriger ces erreurs. Mais le fait que la Russie actuellement, sur le plan géopolitique, est en conflit avec l'Occident, si on met dedans les États-Unis, l'Union européenne, etc., ils sont en train de se disputer le territoire africain, la mort de Prigojine ne change rien. C'est ça que j'appelle la ligne de conduite. Dans la ligne de conduite de la politique étrangère de la Russie va continuer à vouloir capturer les pays africains comme ils sont en train de le faire actuellement. Dans la méthode maintenant, ils peuvent peut-être changer, corriger un certain nombre de choses, mais qu'on ne se trompe pas, ils vont continuer à se battre pour leurs propres intérêts sur le continent africain, pas du tout pour les intérêts des Africains. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de l'invité.